Alors nous allons nous intéresser à l'énergie dans le cadre d'un liquide en écoulement. Et pour bien comprendre ça, nous allons tout d'abord partir d'une simple petite particule d'eau qui se déplacerait à une vitesse v. Alors, on peut considérer que cette petite particule d'eau, elle va être soumise à différents types d'énergie. Elle va avoir son énergie cinétique. Elle va être aussi affectée par l'énergie potentielle de pesanteur. Et enfin, la pression correspond à des forces, donc il y aura une énergie qui est liée à la pression. Alors, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est la masse fois la gravité fois la hauteur. Et ce qu'on va faire maintenant pour la suite, vu qu'on va considérer un volume de fluide, on va raisonner sur les énergies par unité de volume. Donc au lieu de considérer une masse, on va considérer du coup une masse par unité de volume, donc une masse volumique. Donc du coup, on va prendre en compte l'énergie volumique cinétique, 1/2 de ρ v carré, l'énergie volumique potentielle de pesanteur, ρ gz, et l'énergie volumique qui est liée à la pression. Et cette énergie volumique liée à la pression, c'est rien d'autre que la pression P. Alors on va noter dans la suite, E c'est l'énergie volumique cinétique, P l'énergie volumique potentielle de pesanteur, et EPR l'énergie volumique qui est liée à la pression. Alors là, il y a quand même un point qui a pu éventuellement vous apparaître un peu bizarre, c'est que on a marqué que la pression était une énergie volumique. Donc on va essayer de vérifier que c'est bien le cas. Donc pour ça, on va regarder la dimension de l'énergie volumique potentielle de pesanteur. C'est ρgz. Et si on fait l'analyse dimensionnelle, c'est la dimension de ρ fois la dimension de g fois la dimension de z. C'est-à-dire, ρ étant une masse volumique, c'est une masse divisée par un volume à la puissance 3, fois la gravité qu'on retrouve, et fois z qui est une longueur. Donc l'énergie volumique potentielle de pesanteur, sa dimension, c'est une masse divisée par une longueur au carré fois la dimension de la gravité. Si on s'intéresse maintenant à l'énergie volumique liée à la pression c'est une force divisée par une surface. Donc au niveau d'une dimension, c'est la dimension d'une force divisée par celle d'une surface. Et si on prend la plus connue des forces, c'est-à-dire le poids, la dimension du poids, c'est une masse fois la dimension de la gravité. Et pour avoir la dimension de la pression, on divise par une longueur au carré. Et du coup, on retrouve que la dimension de la pression, c'est bien une masse par une longueur au carré fois la dimension de la gravité. On a bien ici, pour la pression, la même dimension physique qu'une énergie volumique potentielle de pesanteur. Donc là, on a procédé en faisant l'analyse dimensionnelle, mais en fait, on aurait pu s'en douter beaucoup plus simplement en partant de la loi de l'hydrostatique. La loi de l'hydrostatique, par exemple, sous la forme PB moins PA qui vaut moins ρg ZB moins ZA, ça nous permet de bien dire que la dimension d'une pression, c'est égal à la dimension de ρgz, donc d'une énergie volumique potentielle. Alors, revenons à nos trois énergies volumiques. On a trois énergies volumiques de nature différente. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'énergie volumique totale. Et cette énergie volumique totale, ici, on considère qu'on a quelque chose qui est sans frottement. Cette énergie volumique totale, ce sera la somme de ces trois énergies volumiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour définir cette énergie volumique totale, on va avoir besoin de l'altitude Z, qui va intervenir à travers l'énergie potentielle de pesanteur. On va avoir besoin de la vitesse V, qui va intervenir à travers l'énergie volumique cinétique. Et on va avoir besoin de la pression P,
qui intervient à travers l'énergie volumique qui est à la pression. Donc 3 paramètres sont nécessaires pour caractériser notre fluide, Z, V et la pression. Et ce qui est important, c'est que pour un fluide parfait incompressible, eh bien, l'énergie volumique totale va se conserver. On va pouvoir dire que cette énergie totale est égale à une constante. Et tout ça, ça a été connu dès un ouvrage publié en 1738, qui a été écrit par Daniel Bernoulli, ce qui fait que désormais, eh bien, cette conservation volumique totale de l'énergie volumique, eh bien, elle est connue sous le nom de loi de Bernoulli. Donc là, on a illustré un petit peu tout ça dans un cas très général. Hein. On a une canalisation où on a l'altitude de la canalisation qui varie, donc une variation d'énergie volumique potentielle de gravité. On a un diamètre de canalisation qui varie également. Donc on a la conservation du débit qui est toujours valide. Donc si le diamètre change, je vous rappelle que ça va introduire une modification de la vitesse et donc de l'énergie volumique cinétique. Donc là, on a 2 paramètres qui vont changer. Ça va introduire forcément une variation de la pression. Alors si maintenant on écrit tout ça de manière plus développée, la conservation, l'énergie totale volumique, ça nous permet d'écrire que l'énergie totale volumique en A est égale à l'énergie totale volumique en B. Et en A, c'est la somme de l'énergie volumique cinétique plus l'énergie volumique potentielle de gravité plus l'énergie volumique qui est liée à la pression. Au point B, on retrouve le même genre d'expression comme étant la somme de 3 énergies volumiques. Là, j'ai juste développé les expressions de chacun des 3 termes qui intervient. Et quand j'injecte tout ça dans la conservation de l'énergie totale entre les 2 points considérés, eh bien, on arrive à cette formule qui semble un peu longue, mais qui en fait se retient très bien. C'est que la pression au premier point plus la moitié de la masse volumique fois la vitesse au carré à ce point, plus la masse volumique fois g fois l'altitude de ce point, est égale à la même quantité prise au deuxième point. Donc ça, c'est une façon assez efficace de se remémorer l'équation de Bernoulli pour un liquide parfait et incompressible. Alors là, il y a quelques points particuliers qu'on peut quand même souligner. C'est le cas où on considère un liquide qui a une vitesse d'écoulement nulle. Donc dans ce cas-là, VA est égal à VB est égal à 0, et on voit qu'on arrive à une expression plus simple qui est PA plus ρ GZA qui vaut PB plus ρ GZB. Et si on passe la pression de l'autre côté, le terme ρ GZA du côté inverse, on retrouve alors une équation qui est connue, c'est PA moins PB qui vaut moins ρG ZA moins ZB. Et ça, c'est l'expression de la loi de l'hydrostatique dans le cas d'un fluide incompressible. Donc là, il n'y a pas de surprise. Ce qu'on constate juste ici, c'est que la loi de Bernoulli est juste une version plus générale que la loi de l'hydrostatique. La loi de Bernoulli, elle s'applique quand notre liquide est en mouvement, alors que la loi de l'hydrostatique, elle s'applique uniquement quand le liquide est a priori immobile. Enfin bon, on peut regarder une autre configuration où là, on a quand même un liquide en mouvement, mais avec une vitesse qui est égale des deux côtés. Donc on a VA qui vaut VB, et cette fois-ci, différent de 0. Donc si VA vaut VB, eh bien, les termes d'énergie cinétique volumique vont disparaître, et on va retrouver la même formulation que précédemment. Donc même avec un liquide en mouvement, on peut retrouver ce type de formulation.